Salam alaikum, Azoul Fellaouen, Alhamdoulilah, rakoum kاع بخير. Ben écoutez, après la Côte d'Azur, après la Roumanie, me voilà de retour aux États-Unis, à New York. Vous avez compris, nous sommes sur la 5e avenue. Vous savez, sur la 5e avenue, il y a un Algérien aux 4 nationalités qui s'appelle Farid Bejaoui, nationalité algérienne, nationalité française, nationalité canadienne et nationalité libanaise. Voilà, il a acheté la nationalité libanaise pour échapper à la justice algérienne. Vous savez qu'il a été condamné pour corruption. Vous savez qu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été délivré par la justice algérienne. Et ces monsieur courent toujours, comme son acolyte, monsieur Nassim Outradour, le fils de l'ancien patron de la Sonatrach algérienne. Donc tous les deux pèsent 2 milliards de dollars. Fortune personnelle, 2 milliards de dollars. Et Farid Bejaoui possédait des appartements ici, sur la 5e avenue. Voilà, 5e avenue. D'une valeur de 250 millions de dollars. 250 millions de dollars sur la 5e avenue. Et il les a vendus. Et il est libre comme l'air. C'est pas beau? Moi, je trouve ça magnifique. La 5e avenue, c'est là où il y a les grandes marques, comme ici, la Tiffany, Bulgari. Voilà, c'est les grandes marques. Van Cleef & Arpels, de l'autre côté, hop, là, voilà, on ne dérange personne, voilà, ici c'est Van Cleef & Arpels. Et donc voilà, ces deux Golden Boys algériens vivent la belle vie pendant que le peuple algérien a du mal à acheter un sachet de lait de 25 dinars. C'est comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que personne ne recherche. Il y a des mandats d'arrêt contre ces personnes, mais il n'y a pas de notice rouge sur Interpol. Il n'y a rien. Wello. Rien du tout. Alors voilà, j'ai décidé de commencer cette vidéo avec la Trump Tower. Voilà, la Trump Tower, donc elle est énorme, vous pouvez regarder. Voilà, il y a beaucoup de Trump Tower. Hein. Là, vous voyez bien. Et ça continue. Regardez comment elle est grande, elle est longue, elle est longue, elle est longue, elle est longue. Voilà, nous sommes devant la Trump Tower. Alors pourquoi Trump Tower? Vous avez compris pourquoi? Vous savez que le président américain a donné 60 jours aux enfants terribles marocains et algériens pour trouver un accord de paix. 60 jours. Donc Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, a décidé d'être l'instituteur. Le Muallim. Voilà, là on est devant Gucci. Donc l'instituteur Donald Trump a décidé de donner un ultimatum aux 2 enfants turbulents d'Afrique du Nord, en l'occurrence le Maroc et l'Algérie, qui sont incapables depuis 50 ans de trouver une solution à la question du Sahara occidental. Vous pouvez imaginer les budgets militaires colossaux qui ont été dépensés depuis 50 ans. Et donc, le président américain a décidé de mettre fin à la récréation en Afrique du Nord. Voilà, il n'y a plus de récréation. Il les a obligés à se mettre d'accord. Est-ce que vous imaginez l'humiliation pour le Maroc et pour l'Algérie? Voilà, il a dit maintenant c'est fini. C'est fini la récréation, c'est fini les enfantillages. Vous êtes des arabo-berbères. Vous êtes des musulmans, maintenant ça suffit, vous allez vous mettre d'accord et si vous ne vous mettez pas d'accord, il y aura des sanctions. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? Il n'y a ni souveraineté, ni indépendance, ni wello. Cela s'appelle l'humiliation. Et Bederija, Chouma Tbehdila. Chouma Tbehdila. Alors, j'ai décidé de venir ici à New York, pour vous dire ma surprise, mon étonnement,
ma sidération devant l'absence de réaction officielle. Oui, absence de réaction officielle. Cela s'appelle de l'ingérence dans les affaires intérieures des pays. Normalement, quand on est indépendant, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Personne n'a le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures des États souverains et indépendants. Mais pour les États-Unis d'Amérique, aucun État n'est souverain. Le seul État qui est indépendant, le seul État qui est souverain, ce sont les États-Unis d'Amérique et personne d'autre. Et ça, c'est une leçon pour nos peuples respectifs. Vous savez, la souveraineté, c'est du populisme, c'est de la sha'baouia. C'est un mot creux qui ne recouvre aucune réalité aujourd'hui en 2025. Ça ne veut plus rien dire du tout. Je dis bien rien dire du tout. Le seul pays qui existe dans le monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Le reste, ils doivent se plier aux injonctions et aux ultimatums des États-Unis d'Amérique. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques mois entre l'Inde et le Pakistan qui étaient en guerre pendant 3 jours. Ensuite, entre Téhéran et Tel Aviv pendant 12 jours. Ensuite, pendant 2 ans, le Hamas et Tel Aviv. Et maintenant, les prochains sur la liste du président américain, c'est le Maroc et l'Algérie. Les enfants capricieux de la région nord-africaine. Oui, oui, c'est des enfants capricieux qui adorent se faire la guerre médiatique, la guerre diplomatique. C'est devenu un sport. Voilà. Et ces deux-là n'ont aucune pensée pour leur peuple respectif. Et vous avez des populistes des deux côtés qui alimentent cette fausse guerre médiatique et diplomatique, notamment qui est amplifiée sur les réseaux sociaux, alors qu'au nord de l'Afrique du Nord, il y a l'Europe, 27 pays européens, main dans la main, des monarchies, des républiques, des régimes socialistes, des régimes libéraux. Il y en a qui sont pro-américains, d'autres qui sont pro-russes, comme la Hongrie, et pourtant ils travaillent main dans la main. Et nous, capricieux que nous sommes, enfants de 4 ans que nous sommes, il faut que le président des États-Unis nous donne un ultimatum pour qu'on trouve une solution. Et pourtant, vous le savez, depuis 2013, depuis 12 ans, j'ai proposé une solution alternative, crédible, sérieuse, pragmatique, pour mettre fin au dossier du Sahara occidental. Vous le savez, c'est l'idée d'une double souveraineté entre l'Algérie et le Maroc pendant 10 ans sur le Sahara occidental. Il y aurait d'abord un premier référendum où on poserait la question aux Sahraouis. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce condominium algéro-marocain? Première question. Deuxième question, est-ce que vous êtes d'accord pour approuver le plan d'autonomie marocain? Et dans 10 ans, au bout de 10 ans, il y aurait un nouveau référendum, cette fois-ci avec 3 questions. Est-ce que vous voulez le condominium algéro-marocain? Est-ce que vous voulez vivre sous le régime de l'autonomie dans le cadre de la monarchie chérifienne? Ou bien, est-ce que vous êtes pour l'indépendance? Malheureusement, ni le Polisario, ni l'Algérie, ni le Maroc n'ont voulu reprendre cette idée. Alors les Marocains, bien sûr, me critiquent dans leurs médias respectifs. Mais ça, c'est normal. Surtout depuis que je me suis rendu sur place à Marrakech en mars 2025. Et sur place, j'ai dit aux Marocains que non seulement l'Algérie, la Tunisie, le Sahara occidental, mais même le Maroc était sous l'autorité d'un calife algérien du nom de Abd el-Moumen el-Koumi au XIe siècle, au XIIe siècle, pardon. Et ça fait mal, évidemment, ça fait mal. Donc, à force d'entendre les arguments de nos frères marocains dire que le Sahara a toujours été marocain, eh ben moi je vous dis, depuis les Almohades, car le fondateur de la dynastie almohade, c'est un Algérien né à Nadroma. Le fondateur de la dynastie almohade, c'est un Algérien. Et donc, au titre de l'antériorité historique, même le Maroc appartient à l'Algérie.
Alors évidemment, ça plaît pas. Évidemment, ça ne plaît pas. Mais moi, je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit, mes chers compatriotes. Je rappelle des vérités historiques. Alors j'ai réussi l'exploit extraordinaire d'avoir des ennemis au Maroc et même en Algérie. Parce qu'en Algérie, il y a une 5e colonne qui n'est pas contente de voir que je défends des idées originales, audacieuses, pragmatiques. Mais c'est pas mon problème, je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Il n'y a aucun pays me donne à manger. Je n'ai jamais volé ni un dinar, ni un euro, ni un dollar, et personne ne me paye. Donc je suis libre de dire ce que je veux. C'est ce qu'on appelle la liberté. Je sais que c'est un mot étrange dans les temps qui courent, surtout que le sens du mot liberté a été galvaudé. On vit dans un monde où ce sont des régimes autoritaires qui dominent, notamment sur le continent africain. En tout état de cause, je continuerai à défendre des idées originales et pragmatiques dans l'intérêt du peuple sahraoui et des peuples d'Afrique du Nord et plus largement des peuples d'Afrique. Mais le chemin est long, le chemin est extrêmement long. Mais je ne suis pas pressé parce qu'il y aura d'autres générations qui vont se battre pour des idées, pour des valeurs communes et pour favoriser la fraternité comme c'est le cas en Europe aujourd'hui. Et je ne comprends pas pourquoi le continent africain ne s'inspire pas de l'exemple de l'Union européenne pour mettre en place une véritable Union africaine à plusieurs paliers. L'Union nord-africaine, l'Union d'Afrique de l'Ouest, l'Union d'Afrique de l'Est et l'Union dans les pays du sud de l'Afrique. Malheureusement, nous sommes en panne d'idées en Afrique. Nous sommes en panne d'idées. Nous adorons les dictatures, nous adorons les coups d'État, nous adorons les régimes militaires. Regardez au Sahel, les régimes militaires sont devenus la règle au détriment des différents peuples qui se font embobiner. Oui, embobiner. La démocratie est mise entre parenthèses, l'état de droit est devenu simplement une association de mots qui ne recouvre plus aucune réalité. Bref, rien ne va plus. Je dis bien rien ne va plus en Afrique, malgré les promesses des indépendances, malgré les promesses des régimes démocratiques qui se sont installés à la fin des années 80, au début des années 90, à la faveur de la chute de l'Union soviétique, malgré le printemps arabe. Rien ne va plus et les élites africaines se cachent en Occident, en Europe, en Amérique du Nord. Et ces élites-là, égoïstes, laissent la majorité du peuple des pays africains dans le désarroi, dans la détresse et dans l'absence de perspective, à telle enseigne que des dizaines de milliers d'Africains tentent l'aventure hasardeuse à travers la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique pour essayer de rejoindre les rivages ou bien de l'Europe ou bien des Amériques. Bref, aujourd'hui il y a une démission des élites africaines qui fait qu'il n'y a plus d'espoir pour les peuples africains. Africains d'Afrique noire, mais aussi africains d'Afrique du Nord, qui est notre première allégeance. Alors jusqu'à quand nous allons continuer cette plaisanterie, cette comédie, cette tragédie en cultivant des différences artificielles? Et aujourd'hui, c'est le président de la première puissance mondiale, chrétien de religion, qui lance un ultimatum à deux pays musulmans de culture berbère et arabe et islamique. C'est la plus grande humiliation depuis les indépendances. Oui, c'est la plus grande humiliation. Surtout que les États-Unis ont donc décidé d'exercer une énorme pression, oui, une énorme pression sur le Polisario, sur l'Algérie et moins sur le Maroc, car le Maroc évidemment fait partie du scénario américain. Et qui va être le perdant? Le perdant va être le Sahara occidental. Oui,
le Sahara occidental, le peuple sahraoui va être le grand perdant de cette manœuvre diplomatique qui va se jouer à l'ONU dans les prochains jours. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour remettre au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, ma proposition d'un condominium pendant 10 ans de l'Algérie et du Maroc sur le Sahara occidental afin que chacun puisse sortir de cette histoire la tête haute. Car si cette proposition qui est la mienne et que je défends depuis 2013 et qui est la plus raisonnable, la plus consensuelle, si cette proposition n'est pas reprise par le Polisario, le Maroc et l'Algérie, qui va gagner cette bataille diplomatique? Ce sera le Maroc. Et l'Algérie et le Polisario n'auront que leurs yeux pour pleurer. Alors, quel est l'objectif de nos pays? De pleurer ou de réussir? Il faut se poser la question. Le Polisario, qui sont les représentants légitimes du peuple sahraoui, est-ce qu'il veut être humilié ou sortir la tête haute de cette pression diplomatique colossale du président américain? La question doit être posée. Vous savez, j'avais rencontré en 2014 l'ancien ambassadeur du Polisario à Paris, un homme extraordinaire, son Excellence Monsieur Omar Mansour, et je lui avais déjà soumis ma proposition de condominium. À l'époque, il m'a dit c'est une bonne idée, mais c'est pas le moment. Mais je crains qu'aujourd'hui, ce soit presque trop tard. Les responsables du Polisario ont eu 50 ans pour réfléchir à des plans alternatifs. Et malheureusement, ils ont oublié de réfléchir à ces plans alternatifs. Et que se passe-t-il? Dans l'urgence, ils vont être obligés de réfléchir à quelque chose qu'ils n'ont pas préparé. Et qui va gagner? Qui va gagner à ce jeu de l'impréparation? C'est le Maroc. Car le Maroc, lui, fait un lobbying, il pratique un lobbying colossal depuis des années. Notamment depuis la signature des accords d'Abraham. Donc la diplomatie marocaine a vendu son âme en s'alliant avec le génocidaire Netanyahou. Oui, la diplomatie marocaine a vendu son âme. Alors bien sûr, à court terme, cette diplomatie marocaine peut donner l'illusion de gagner des points. Mais sur le moyen et long terme, ce sont les bases de la légitimité de la monarchie chérifienne qui risquent de voler en éclats. Et oui, ces bases spirituelles de la monarchie marocaine risquent de se fissurer à la faveur de cette association contre nature entre un souverain d'un pays musulman et un génocidaire d'un État sioniste qui, ensemble, portent la responsabilité du massacre de 70 000 Palestiniens. Oui, 70 000 Palestiniens. Malheureusement, la monarchie marocaine porte une lourde responsabilité dans ce génocide du peuple palestinien à Gaza. Donc à court terme, ça ne sera pas visible, mais vous verrez qu'à la moyen et à long terme, ça sera visible. Et c'est l'historien qui vous parle. Oui, l'historien qui vous parle. Car l'actualité parfois peut nous aveugler. Mais l'historien qui regarde dans les profondeurs des abîmes des États et des décisions de leurs souverains, lui, peut deviner dès maintenant un début de fissure de la monarchie marocaine, de la légitimité de la monarchie marocaine. Il suffit de voir le mouvement des jeunes marocains qui, tout d'un coup, ex nihilo, ont décidé de manifester, un peu comme au Sénégal, comme au Népal, comme au Kenya, comme à Madagascar. Vous avez vu que le président malgache a été laminé par ce mouvement.
oui, laminé par ce mouvement. Il a été obligé de fuir dans un avion militaire français en France. Et les nouvelles autorités malgaches lui ont même supprimé sa nationalité malgache. Et il y a le même mouvement donc au Maroc, alors que jamais on n'aurait pu penser un seul instant que les Marocains, les jeunes Marocains, qui étaient tellement soumis jusqu'à pas si longtemps, tout d'un coup se sont découverts une âme de révolté, pour reprendre le titre d'un livre de Albert Camus, prix Nobel de la littérature 1957, L'homme révolté. Donc aujourd'hui, il y a des jeunesses qui ont décidé de se révolter pacifiquement, calmement, en défendant des propositions réalistes, des propositions sociales. Mais entre le social et le politique, il n'y a qu'un pas. Au début, c'était un problème au niveau des hôpitaux, de l'éducation, et ensuite on est passé à la lutte contre la corruption, après la démission du gouvernement marocain. Bref, on ne sait jamais comment un mouvement de jeunesse, un mouvement populaire finit. On sait comment il commence, mais on ne sait jamais comment il finit. Et c'est la raison pour laquelle j'invite nos frères marocains à rester très vigilants, à ne pas vendre leur âme de façon si absolue avec un génocidaire qui a massacré 70 000 Palestiniens. 70 000 Palestiniens. Réduits à la famine, 2,5 millions de Palestiniens et expulsés de leur maison 250 000 personnes. Vous savez, tôt ou tard, ça va se payer. Tôt ou tard, ce genre de crimes contre l'humanité se paye. Ils vont être payés au niveau du destin judiciaire du génocidaire Benyamin Netanyahou, mais aussi ce crime contre l'humanité, ce génocide, va être payé par toutes celles et ceux qui ont directement ou indirectement participé par leur action ou par leur silence à ce génocide, ce premier génocide du XXIe siècle. Alors nous nous orientons maintenant du côté du consulat d'Algérie à New York. C'est vraiment le plus beau, le plus bienveillant, le plus professionnel de tous les consulats d'Algérie à travers le monde. Et vous savez que j'ai eu l'occasion d'en visiter un certain nombre. Vraiment, le consul, rien à dire, masha'Allah. Son équipe, masha'Allah. Vraiment, je suis très fier en tant qu'Algérien de pouvoir dire que le consulat général d'Algérie à New York, c'est vraiment la médaille d'or de tous les consulats d'Algérie à travers le monde entier. Et vous pouvez me croire, puisque vous avez vu que j'en ai visité un certain nombre. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce consulat si bienveillant, si professionnel. Alors c'est vrai que je lis certaines critiques à travers les réseaux sociaux, mais ça fait plusieurs fois maintenant que je viens ici et croyez-moi, c'est exceptionnel. Masha'Allah, vraiment, je suis très fier d'eux, très content et j'espère qu'ils vont continuer à servir les Algériens de façon efficace, professionnelle et bienveillante. Surtout que, normalement, dans les prochaines semaines, enfin, je dis bien enfin, le prochain consulat d'Algérie, le prochain consulat général d'Algérie en Californie va être ouvert, alhamdoulilah, enfin. Donc ça va être à San Francisco. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est vrai qu'on l'attendait depuis longtemps, mais en Algérie, il faut être patient. Donc c'est une très bonne nouvelle. Le prochain consulat général d'Algérie en Californie, et qui va couvrir la moitié des États américains, va être ouvert, Inch'Allah. Donc dans quelques semaines. Et si tout va bien, j'espère faire une vidéo après l'ouverture de ce consulat dans la région, dans l'État le plus riche des États-Unis,
d'Amérique, qui est considérée comme la 6e puissance économique mondiale. Et vous savez que l'élite algérienne est concentrée en Californie. Et c'est tout à fait normal d'avoir un consulat afin de développer des partenariats entre les universités, pourquoi pas algériennes, avec des universités américaines et notamment les grandes entreprises de nouvelles technologies qui se trouvent massivement en Californie. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles. Vous savez, je ne passe pas mon temps à critiquer. Il m'arrive de dire des choses positives. Vous savez que même aux États-Unis, j'ai pas de mal à critiquer des décisions qui ne vont pas dans le sens des intérêts des peuples d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord. Je garderai toujours ma liberté de ton, quelles que soient les conséquences. Oui, je dis bien, quelles que soient les conséquences. Donc vous avez vu, nous sommes toujours sur la 5e avenue. Voilà, regardez, 5e avenue, drapeau américain. Et là, nous allons vers le consulat d'Algérie. Donc vous voyez, il est très très bien situé, le consulat d'Algérie, alhamdoulilah. Vous savez, quand l'Algérie, elle veut, elle peut aller très loin l'Algérie. Oui, très très loin. Mais il faut de la volonté. Tout part de la volonté. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a rien du tout. Vous connaissez la fameuse phrase de Shakespeare. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Where there is a will, there is a way. Et ça, c'est la preuve. Regardez le beau consulat d'Algérie. Vous savez, je ne m'arrêterai jamais de saluer et d'être fier de ce beau consulat. Regardez, masha'Allah. Regardez ce beau consulat, regardez. C'est pas beau? Il est beau, non? Voilà le consulat d'Algérie avec le beau drapeau algérien, masha'Allah. Ça fait plaisir quand même, non? Regardez. Propriété de l'Algérie, alhamdoulilah. Propriété de l'Algérie. Voilà, chapeau. Ça fait plaisir. Alors on va s'orienter gentiment vers l'ONU. Voilà. C'est quand même beau, non? Alhamdoulilah. Hein? Voilà, parce qu'il va y avoir une discussion à l'ONU au sujet de la question du Sahara occidental. C'est pas trop tard pour l'Algérie, pour le Polisario, de reprendre cette idée comme proposition alternative au plan d'autonomie défendu par le Maroc au Sahara occidental. Car si vous ne reprenez pas cette idée, je crains qu'une résolution soit votée aux Nations Unies dans l'intérêt exclusif du Maroc, alors que là, vous avez un vrai dossier que je vous ai déjà envoyé. C'est une proposition alternative dans l'intérêt du peuple sahraoui et de la paix en Afrique du Nord. Pour cela, il faut mettre de côté votre fierté mal placée. Oui, j'insiste là-dessus. Mettez de côté votre fierté, car si vous ne faites pas preuve d'humilité, c'est l'humiliation qui risque d'être au rendez-vous. Donc choisissez l'humilité ou l'humiliation. À vous de voir. Et là, je m'adresse aux responsables du Polisario et de la diplomatie algérienne. Choisissez l'humilité, c'est-à-dire étudier ma proposition, la reprendre à votre compte dans l'intérêt du peuple sahraoui et de la paix en Afrique du Nord, ou bien l'humiliation, c'est-à-dire vous continuez à dire nous défendons les principes des Nations Unies, et vous savez que les Nations Unies, c'est 5 pays, on a déjà 4 qui défendent le plan d'autonomie marocain. Là, vous aurez l'humiliation. C'est mon devoir en tant que citoyen algérien et citoyen africain d'apporter ma contribution à la résolution de ce conflit, mais si vous vous entêtez, je ne pourrai rien faire pour vous, absolument rien faire. Ça fait 12 ans que je répète la même chose, je dis bien 12 ans que je répète la même chose. J'ai eu 12 ans
un mur devant moi. Vous savez, c'est quoi un mur? Un mur. Ça veut dire que les responsables de la diplomatie algérienne ont toujours fait preuve d'arrogance, de suffisance. Mais c'est pas comme ça qu'on gère les relations internationales, mes chers compatriotes. C'est pas comme ça. Il faut faire preuve d'humilité. D'humilité. Vous savez, par rapport au président du Polisario, vous savez que j'avais un rendez-vous avec lui en avril 2014. Oui, j'avais rendez-vous avec lui à Tindouf. À l'époque, c'était l'ambassadeur du Polisario en Algérie. Et il était à Tindouf. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je descends. Je descends à Tindouf. Donc j'ai fait plus de 3500 km aller-retour. Et ce rendez-vous, il avait été organisé grâce à son excellence, Monsieur Omar Mansour, ambassadeur du Polisario à Paris. Donc c'est lui qui m'avait donné les coordonnées du président, Monsieur Brahim Ghali. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive à Tindouf, je lui ai dit, voilà, je suis arrivé, vous êtes où? Il me dit, je suis à mon bureau. Je lui ai dit, il m'a donné l'adresse, je lui ai dit, ça tombe bien, je suis juste à côté, dans 5 minutes je suis là. Vous savez ce qui s'est passé? Je suis arrivé à son bureau à Tindouf, et la porte était fermée, et je l'ai rappelé 10 fois, il n'a jamais répondu. Il n'a pas répondu. Donc après, j'ai appelé son excellence, Monsieur Omar Mansour, ambassadeur du Polisario à Paris. Je lui ai dit, écoutez, j'ai essayé de joindre son excellence, Monsieur Brahim Ghali, il ne répond plus au téléphone. Il me dit, ah bon? Je lui dis, mais... Il me dit, mais je l'ai eu tout à l'heure. Je lui dis, oui, mais là, il ne répond plus, il n'y a personne à son bureau. Eh bien, je n'ai jamais eu plus de nouvelles du président, qui est devenu ensuite président du Polisario, donc Monsieur Brahim Ghali. Incroyable. Donc j'ai raconté cet épisode un peu triste dans mon dernier livre. Mais c'est malheureux. C'est malheureux pourquoi? Il ne faut jamais ignorer des personnes qui ont fait 3500 km en voiture. Surtout, c'était pour essayer d'apporter notre soutien au peuple sahraoui. Et regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, le président Trump exerce une pression colossale auprès des dirigeants du Polisario. Et là, il faut bien qu'ils réagissent dans l'urgence. Et vous avez vu la première réaction. La première réaction était de dire, en tout cas le représentant du Polisario New York a dit, on serait éventuellement prêt à ce qu'il y ait un référendum sur l'idée de plan d'autonomie. Je vous rappelle que c'est ma proposition. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut défendre la deuxième partie de la proposition, c'est-à-dire que le Polisario accepte le principe d'une double souveraineté de l'Algérie et du Maroc pendant 10 ans sur le Sahara occidental, comme cela est le cas à Andorre. Ça fait plus de pratiquement 8 siècles que Andorre, la principauté d'Andorre est gérée à la fois par la France et par l'Espagne. Et ça a été le cas au Soudan entre 1899 et 1956, c'est-à-dire pendant 57 ans, le Soudan était géré dans le cadre d'un condominium anglo-égyptien. Et pareil, les îles Samoa dans le Pacifique étaient gérées par 3 pays. 3 pays. Angleterre, Allemagne, États-Unis. Donc cette idée, elle repose sur des cas historiques concrets qui ont fonctionné. Donc encore une fois, vous avez le choix entre l'humilité ou l'humiliation. À vous de choisir. En tout cas, je serai toujours disponible pour apporter mon éclairage, ma créativité et ma détermination à ce que les choses s'améliorent sur l'ensemble du continent africain, en espérant que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, puisse avoir ce document avant que la question du... لا الزاري واش راك؟ والله الحمد لله الله يهنيك. ça fait plaisir كي نشوفوا ولاد بلاد هنايا. يعطيك الصحة. تقول كلمة شعب جزائري؟ والله ما عندي un petit mot. واليوم كانت المبادرة تاع تشجير
خضراء باذن الله. ما شاء الله، السلام الله يحفظك، عليكم. مليون سجرة إن شاء الله. Of course, yeah. بارك الله فيك. مع الله السلامة. يعاونك خويا عزيز. راكم تشوفوا نيويورك les Algériens ما شاء الله ça fait plaisir. Voilà donc مبادرة ما شاء الله مليون سجرة يغرسوها في الجزائر ça fait plaisir. C'est une très bonne initiative. Vous avez vu les Algériens sur le terrain, comment ils sont gentils, comment ils sont bienveillants. On est à New York, aux États-Unis. Il y a 350 millions d'habitants, ben vous verrez toujours un Algérien quelque part. C'est beau, non? Donc voilà, il faut choisir l'humilité, c'est-à-dire reprendre cette idée dans l'intérêt du peuple sahraoui, ou bien l'humiliation, c'est-à-dire le président Trump va imposer le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental avec le soutien de la France, de l'Angleterre et même de la Russie, qui était pourtant, depuis 62, le partenaire le plus constant de l'Algérie. Mais vous avez vu comment ça change. Nous sommes dans une vision poétique des relations internationales. Mais il n'y a pas de place pour la poésie, il n'y a pas de place pour les bisounours. Il n'y a que des intérêts entre les États. Chose que notre diplomatie algérienne n'a pas compris. Notre diplomatie algérienne, elle fait de la poésie, ou alors elle échange des insultes avec le Premier ministre du Mali. C'est malheureux. Mais l'heure de vérité a sonné, mes chers compatriotes. L'heure de vérité a sonné. Je reste toujours un pèlerin de la paix. C'est pas trop tard pour reprendre les idées de ce condominium pendant 10 ans. C'est pas trop tard, il reste quelques jours. Ne soyez pas arrogants, ne soyez pas suffisants, ne soyez pas fiers. Car il s'agit du peuple sahraoui qui souffre depuis 50 ans maintenant, 50 ans. Sans compter la période de la colonisation espagnole à partir de 1884. Donc je crois que le peuple sahraoui mérite de vivre en paix, dans la prospérité et d'offrir un avenir aux prochaines générations, Inch'Allah. Donc voilà, je marche à pied jusqu'à l'ONU pour déposer cette proposition en espérant que les responsables du Polisario, de la diplomatie algérienne et de la diplomatie marocaine, même si évidemment je ne me fais pas trop d'illusions sur nos frères marocains, mais c'est normal, c'est une bonne guerre, c'est comme un match de football, hein, vous savez. Là, on assiste à un match diplomatique, que le meilleur gagne, que le plus intelligent, le plus audacieux, le plus sincère gagne. Inch'Allah. Alors on n'est pas trop loin, je vous rassure, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Vous savez, je vous ai toujours dit, les Américains ne défendent que des intérêts. C'est pas des bisounours, ces Américains. Et je crois que nos diplomates, en tout cas les chefs de la diplomatie algérienne, n'ont pas compris cet élément fondateur de l'état d'esprit américain. Les Américains ne défendent que les intérêts. Et vous pouvez leur donner tout le gaz de schiste, tout le pétrole, tout le gaz. Il y a un intérêt qui est beaucoup plus important pour eux, c'est d'avoir le plus grand nombre d'alliés au génocidaire Netanyahou. Le jour où vous allez comprendre ça, vous arrêterez de faire des bêtises politiques et diplomatiques. Oui, le plus important pour les États-Unis, c'est que le génocidaire Netanyahou ait le plus grand nombre de partenaires dans le monde, du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, pour que la question palestinienne disparaisse des écrans radars des chancelleries mondiales. Voilà l'objectif, vous le savez. Parce que le pétrole et le gaz, il y en a maintenant aux États-Unis. Vous savez, les États-Unis exportent du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Donc c'est plus comme avant. Avant, oui, ils étaient en position d'avoir besoin du gaz et du pétrole, mais maintenant c'est eux qui en exportent. Ils ont même obligé les Européens à acheter 750 milliards de dollars de gaz et de pétrole de schiste sur 3 ans. Vous imaginez? Donc, nos gisements de pétrole, de gaz ou de gaz de schiste n'ont plus la même importance que dans les années 70. Mais malheureusement, nos responsables n'ont pas compris. Allah ghalb, ma fahmouch. Parce que Nia,
savez c'est quoi Nia? Ce que ça veut dire Nia? Ce sont des enfants, nos responsables. Il leur manque un peu une connaissance beaucoup plus aiguë des enjeux géostratégiques. Ou alors ils font exprès. Et là, ça serait plus grave. S'ils font exprès, ça sera beaucoup plus grave. Mais l'histoire va les juger. Vous savez, l'histoire va juger les responsables du Polisario et va juger les responsables de la diplomatie algérienne. Car depuis 50 ans, qu'on le veuille ou non, l'Algérie a toujours apporté son soutien au peuple sahraoui. En quelque sorte, l'Algérie a joué le rôle du tuteur, du parrain. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, le rôle du parrain est complètement discrédité par les pressions américaines. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous avez le choix. Humilité ou humiliation. Khairo. Humilité. Vous reprenez à votre compte ma proposition. Humiliation. Vous faites comme si vous n'avez rien entendu. Et devant les caméras du monde entier, le Conseil de sécurité des Nations Unies va humilier la diplomatie algérienne et les responsables du Polisario. Voilà. À vous de choisir. Il vous reste quelques jours. Ça fait 12 ans que je vous répète la même chose. 12 ans. Hein. Mais tout d'un coup, il y a une accélération du calendrier diplomatique. À vous de voir. La responsabilité au regard de l'histoire, elle est terrible. Vous savez ce que ça veut dire terrible? Terrible. Et je profite de ce sujet pour vous rappeler pourquoi le marhoum Yasser Arafat n'a pas voulu signer l'accord de paix qui avait été négocié par Bill Clinton entre l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak et le marhoum Yasser Arafat. Vous savez pourquoi il n'a jamais voulu signer cet accord de paix? Car les Américains, avec les Israéliens, n'avaient accepté de mettre sous la souveraineté palestinienne que l'esplanade des mosquées Al-Quds, à Jérusalem. Et Yasser Arafat a dit non, je ne veux pas apparaître pour les générations à venir comme celui qui a sacrifié Al-Quds. Et oui, donc il n'a jamais voulu. Pourtant, il aurait pu avoir un État déjà. Il a dit non, je ne veux pas sacrifier Jérusalem. Donc là, on est devant la mission permanente de nos meilleurs amis, les Émirats Arabes Unis. Voilà. Vous voyez, United Arab Emirates of the United Nations. Vous voyez, c'est le drapeau des Émirats Arabes Unis. C'est ceux qui nous créent beaucoup de problèmes en Libye, au Maroc. C'est nos meilleurs amis. À l'époque, le marhoum Gaïd Salah, il allait souvent aux Émirats Arabes Unis. Et maintenant, c'est devenu nos ennemis. Vous voyez? Ils font beaucoup de dégâts. Hein. Beaucoup de dégâts, nos frères des Émirats Arabes Unis. Voilà. Voilà, c'est écrit en arabe, vous allez pouvoir le voir. Emirat al-Arabiya Muttahida. Vous voyez? C'est eux qui nous créent beaucoup de problèmes en ce moment. Donc c'est là où ça se passe, hein, la plupart des missions permanentes des États aux Nations Unies se trouvent dans le périmètre très proche du siège des Nations Unies. Alors, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc c'est pas trop tard, mes chers compatriotes. C'est pas trop tard pour reprendre cette idée, cette proposition dans l'intérêt du peuple sahraoui et de la paix en Afrique du Nord. Alors là, on a qui là? Ah, là, c'est Venezuela. Ceux-là aussi, ils ont beaucoup de problèmes en ce moment. Hein. Voilà, vous voyez, c'est la République bolivarienne de Venezuela, mission permanente
aux Nations Unies, auprès des Nations Unies. Vous avez remarqué que le président Trump a décidé de s'attaquer au régime de Nicolás Maduro. Et il favorise celle qui a obtenu le prix Nobel de la paix, Madame Machado. Vous êtes au courant? D'ailleurs, Madame Machado qui s'est empressée de soutenir Benyamin Netanyahou, le génocidaire. Donc ceux-là aussi, ils ont beaucoup de problèmes en ce moment. Ah, vous savez, ceux qui n'ont pas compris ce qui est en train de se passer, je crains qu'ils le payent très cher à leurs dépens. À leurs dépens. Et oui, vous savez, quand on ne comprend pas le vent de l'histoire, en général, on finit par le payer très, très cher. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, Carlyle. Ah ben, je vais vous raconter une petite histoire sur Carlyle. Petite histoire à New York. Vous voyez là? Carlyle. Ici, là, Carlyle. Est-ce que vous savez c'est qui Carlyle? Carlyle, c'est un ancien responsable de la CIA qui a créé un groupe très important, très 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 important, notamment dans les énergies. Et Carlyle Group a été fondé, entre autres, par David Rubenstein. Vous savez c'est qui David Rubenstein? C'est l'ami intime du génocidaire Benyamin Netanyahou. Et Carlyle Group possédait via une filiale de droit anglais qui s'appelle Neptune Energy 65% du gaz à Adrar. C'est pour ça que j'avais expliqué en 2021 que Israël possédait indirectement, je dis bien indirectement, 65% du gaz d'Adrar. J'ai pas dit directement, j'ai dit indirectement via le groupe Carlyle Group. Mais sachez que jusqu'à ce jour, Carlyle, donc qui a revendu une partie de sa participation, la moitié à vrai dire sa participation, à Enel italien, mais l'autre partie, il la possède toujours. Donc notre génocidaire Benyamin Netanyahou possède toujours indirectement, via son ami David Rubenstein, un des fondateurs du groupe Carlyle, une partie du gaz Adrar. Et ça ne s'arrête pas là. Le groupe Carlyle, il a acheté aussi une participation de l'espagnol Cepsa. Cepsa qui possède 130 000 barils jour en Algérie. Alors en 2011, les Émirats Arabes Unis, nos amis là que je viens de vous montrer, ont racheté 100% de Cepsa, mais comme par hasard, il y a quelques années, les Émirats Arabes Unis ont vendu, je crois, 46% de Cepsa à Carlyle Group, dont un des fondateurs est David Rubenstein, un des fondateurs du groupe Carlyle Group et un des grands amis du génocidaire Benyamin Netanyahou. Ah, ça fait beaucoup, hein. Vous voyez, on peut faire beaucoup de recoupements comme ça. Alors là, vous avez vu, on est à l'ONU. Voilà. On est à l'ONU, mes chers compatriotes. On est à l'ONU. Voilà, pour déposer le dossier au secrétaire général des Nations Unies, vous voyez. Monsieur Antonio Guterres, un Portugais qui a beaucoup de problèmes en ce moment. Beaucoup de problèmes, voilà. United Nations, sécurité, checking. Voilà, vous voyez, c'est ici que tous les visas, les badges sont demandés, centre des visiteurs. Donc moi, je vais déposer simplement le courrier, vous avez compris. Donc on va mettre fin à notre vidéo dans quelques minutes. Mais voilà, donc je serai toujours là pour essayer d'apporter ma contribution à la paix en Afrique et notamment dans l'intérêt des peuples africains. Et là, en l'occurrence, par rapport à cette idée, dans l'intérêt du peuple sahraoui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Humilité, vous reprenez mon idée, dans le cadre d'une résolution des Nations Unies, ou bien humiliation, c'est-à-dire vous jouez les têtus, et le grand perdant, ça va être vous, et le peuple sahraoui. À vous de voir. Barakallahu fikum, Tahiyat Jazair, Wallah yarham al-shuhada, en direct de New York, devant le siège des Nations Unies.